Notre cimetière dionysien date des années 1850. Jusque-là, il se situait à côté de l'église, elle-même rebâtie et inaugurée en 1862. C'était une période de boom économique pour le village, marquée par l'installation de très nombreux commerces et services nécessaires aux activités de l'époque. Le village a compté alors jusqu'à 2500 habitants, c'est-à-dire le triple de la population d'aujourd'hui. Des paysans et autres travailleurs qui ont tous fréquenté notre église, les écoles et les commerces du village, et qui reposent aujourd'hui dans notre cimetière. Quand j'étais enfant, j'accompagnais ma grand-mère Jeanne au cimetière. Elle ne m'emmenait que sur la tombe de sa famille paternelle. C'est là que reposent ses parents, Berthe Brébion et Joseph-Auguste Chailloux, qu'elle avait perdus très jeunes, aux âges de 7 et 8 ans. Ainsi que ses grands-parents, Joseph Marin Chailloux et Louise Lelasseux, qui a pieusement élevé sa petite-fille devenue orpheline. Plus tard, Jeanne fut prise en charge à Paris par son oncle, le docteur Auguste Chailloux, l'un des collaborateurs du célèbre Louis Pasteur. Nous n'allions pas sur les tombes de la famille maternelle de ma grand-mère, qu'elle méconnaissait globalement. Du moins, on n'en parlait pas. Ce n'est qu'en reconstituant l'histoire de ma famille que j'en ai pris conscience, et que j'ai compris pourquoi ma grand-mère avait grandi puis vécu, éloignée de sa famille maternelle et de son souvenir. C'est que celle-ci sentait le soufre. Ses arrière-grands-parents, Amélie Châtelain et André Langlois, sont les premiers divorcés du village. Ils reposent d'ailleurs dans 2 tombes séparées, bien qu'il y ait eu des sépultures chrétiennes. La tombe d'Amélie se trouve non loin de celle des Chailloux. Elle y repose seule. C'est Henri Langlois, le fils d'André et d'Amélie, qui a organisé la sépulture de sa mère. Il le fit à distance puisqu'il résidait alors en Algérie. Victor Gomer, qui était clerc de notaire et historien du village, l'a aidé. La tombe d'André Langlois se situe quant à elle de l'autre côté de l'allée centrale, dans le plan 7. Une croix, aujourd'hui couchée sur le sol, remarque l'emplacement. Il y repose avec sa 3e femme, Céline Le Sourd, de 30 ans sa cadette. Au décès de celle-ci, ma grand-mère Jeanne n'avait que 36 ans. Il est donc probable que les 2 femmes se soient croisées dans le village, en ignorant peut-être tout l'une de l'autre. André Langlois était le 6e d'une famille de 8 enfants. Ses parents, Pierre Langlais et René Laz, reposent à côté. Une stèle en granit rappelle que Pierre Langlais fut un personnage important pour Saint-Denis, dont il a été maire ou adjoint pendant plus de 30 ans. Je ne sais pas précisément pourquoi le patronyme d'André diffère de celui de son père, puisque de Langlais on passe à Langlois. Une bizarrerie qui concerne également René, le 7e de la fratrie, et Henriette, la 8e. René repose dans la chapelle, érigée en son honneur par les œuvres de la paroisse, dont il avait assuré la charge de son vivant. Henriette repose quant à elle dans une tombe imposante située à l'entrée du cimetière. Toujours dans le plan 7, à l'arrière de la chapelle, se trouve la tombe du capitaine Maurice Langlois, l'un des petits-fils d'André et Amélie. Tombé au front en 1918, il est le plus haut gradé du monument aux morts du village. Outre les 4 sépultures de ma famille, la tombe commune de 9 soldats de la Grande Guerre, celle d'un curé et celle d'une châtelaine de la Fontenelle occupent le plan 7. J'explore l'histoire de ma famille depuis longtemps. C'est par hasard que j'ai appris l'existence d'une tombe Langlois. La retrouver et identifier 6 autres sépultures de mes lointains parents ne fut pas simple. J'y suis notamment parvenu grâce aux archives municipales. Riche d'enseignements, elle mériterait un travail certes fastidieux, de classement et de conservation. Quant aux inscriptions gravées dans le granit des tombes, elles s'effacent inexorablement avec le temps. Préserver ces tombes, c'est aussi et surtout préserver l'histoire de nos familles et le souvenir de nos aïeux, et au-delà, leur rendre hommage. Car pour témoigner de l'existence de nos prédécesseurs,
Nos villages n'ont ni pyramide, ni acropole, ni arc de triomphe. Ils n'ont que les tombes de leurs cimetières. Mais ces modestes monuments de notre histoire sont victimes d'une destruction progressive, dont le temps et ses ravages ne sont pas les seuls responsables. Régulièrement, des tombes sont déposées avec pour seule justification leur manque d'entretien. Des emplacements, particulièrement recherchés quand ils se trouvent dans l'allée centrale ou près du robinet, sont attribués à de nouvelles constructions pour quelques sous. Et les pompes funèbres s'emploient à remplacer le granit breton de nos tombes villageoises par du marbre de Turquie luisant au soleil. Pourtant, l'acropole n'est pas repeinte, le forum de Rome et les temples grecs du Péloponnèse ne sont pas reconstruits en marbre rutilant. Et la destruction des bouddhas géants d'Afghanistan par les talibans, ou celle de la cité antique de Palmyre par l'État islamique, nous ont tous scandalisés. Alors pourquoi ne réagissons-nous pas à la destruction de nos tombes? N'y a-t-il pas lieu de les conserver, même si l'usure du temps s'effectue inexorablement? Je ne suis pas un homme du passé. Mon parcours le montre. J'ai toujours été à l'affût des nouvelles technologies et prouvé que je m'inscris résolument dans l'avenir que la science nous fait entrevoir. Je crois néanmoins, comme Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, que la connaissance de l'histoire libère du passé, et que l'ignorance de notre histoire est une lacune, la conséquence directe d'une certaine médiocrité de la pensée. Le droit à l'oubli, pas plus que la crémation, ne sont pour moi. Partageons notre histoire, sauvons nos cimetières, privilégions mémoire et conservation plutôt qu'oubli et destruction.